Qu'est-ce qu'un rapport d'inspection ? Alors on peut commencer par dire que le rapport d'inspection, c'est surtout un document qui est rédigé par un ou plusieurs agents publics qui porte le titre d'inspecteur ou d'inspectrice. Et ce document, il vient clore une mission qui peut être de différentes natures, un audit, une évaluation de politique publique, un contrôle, etc. Et il y a des historiens, en particulier Pierre Carry-Lacohen, qui ont montré que ces documents ne sont pas neutres, au sens où ils sont inscrits dans des relations de pouvoir, dans une triangulaire entre le pouvoir commanditaire, l'autorité qui produit le rapport, donc l'inspection, et ce qui est ou ceux qui sont inspectés. Et dans le sillage de ces travaux, il y a des politistes, notamment Sébastien Chailleux par exemple, qui ont montré que le rapport en général, et le rapport d'inspection en particulier, peut être considéré comme un instrument d'action publique. C'est-à-dire que pour ces auteurs, le rapport, il peut être pensé comme un dispositif technique et social qui permet de diffuser des représentations et de légitimer des décisions quant à l'intervention publique sur certains objets. Qu'est-ce que le principe de l'inaliénabilité ? Alors, le principe de l'inaliénabilité nous vient de l'Ancien Régime et il s'applique aux rois de France qui ne pouvaient pas disposer à leur guise des biens de la couronne, c'est-à-dire les joyaux, les bijoux, les tapisseries qui y étaient associés. Et ce principe, il va évoluer avec la Révolution française qui instaure la notion de propriété collective et nationale. Et on va parler de champ de la domanialité publique, qui est aujourd'hui très large. Ça concerne les collections des musées, les archives, les bibliothèques, etc. Et qu'est-ce que ça suppose en fait ? Ça suppose que ce qui relève de ce champ de la domanialité publique, comme les œuvres des collections d'un musée, ne peuvent pas être cédés, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. Alors ce principe, il fait l'objet de profondes remises en question, et c'est ce qui se trouve derrière la notion, par exemple, de restitution. Est-ce qu'on doit faire sortir des collections publiques certaines œuvres qui ont été spoliées, par exemple, ou soit à travers l'exemple des œuvres spoliées aux Juifs par les nazis, mais aussi la restitution d'œuvres qui peuvent être issues d'anciennes colonies. Et on en parle moins, mais on a également aujourd'hui la question d'une restriction de l'inaliénabilité sur des motifs qui sont des motifs en fait budgétaires. En contexte de manque de fonds publics, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre sur le marché des œuvres acquises par l'État ? Qu'est-ce que décrit la notion d'illusio ? Donc la notion d'illusio, elle est issue de la sociologie de Pierre Bourdieu. Et cette notion, elle est très utile pour penser les ressorts de l'acceptation des normes qui sont propres à une institution. Alors pourquoi cette utilité ? Parce que l'illusio, elle décrit une croyance qui est une croyance pré-réflexive en la nécessité d'un champ. Donc l'illusio, c'est un moteur de l'action. C'est l'idée que les agents agissent parce qu'ils reconnaissent qu'un jeu social importe et pas parce qu'ils ont seulement un intérêt conscient à agir. L'analogie qui est courante pour mieux saisir cette notion, c'est celle de la libido ou celle du jeu, dans laquelle l'illusio va désigner, et là je cite Pierre Bourdieu, le fait d'être dans le jeu, d'être investi dans le jeu, de prendre le jeu au sérieux. On peut prendre un exemple à travers un jeu en particulier. Si vous jouez à la pétanque, vous adhérez aux règles du jeu. Vous considérez le rôle de chacun, les comportements qui sont prescrits, vous adoptez les buts poursuivis sans les questionner. Mais si vous commencez à vous demander pourquoi jouer et pourquoi jouer de cette manière-là à la pétanque, vous sortez de ce jeu et vous perdez l'illusion. Et c'est la même chose, les personnes qui sont extérieures au jeu de la pétanque, par exemple, eh bien, ils peuvent trouver ce jeu dérisoire.